bonjour, donc je suis Pierre-Yves Milsan, professeur d'archéologie protohistorique à l'Université de Toulouse, et donc je vais vous présenter aujourd'hui une webconférence sur un site exceptionnel de l'âge du bronze, qui est celui de Janzat, dans le sud du département de l'Allier. Alors ce site, il est particulièrement important parce qu'il nous permet de mieux connaître une époque qui est assez méconnue en France. Cette époque, c'est celle de l'âge du bronze. Elle est méconnue tout simplement parce qu'elle n'est pas dans les livres d'histoire, dans les manuels scolaires. Vous savez, quand on étudie l'histoire ancienne de la France, on passe sans transition quasiment de la préhistoire aux Romains. Parfois on parle un petit peu des Gaulois, mais on ne sait pas trop ce qui se passe entre la préhistoire et les Gaulois. Justement, entre ces deux périodes, il y a d'une part ce qu'on appelle le néolithique, ça les gens connaissent peut-être un petit peu, c'est le moment où les sociétés deviennent agro-pasteurs, et puis après le néolithique, il y a ce qu'on appelle l'âge du bronze, et puis ensuite vient bien entendu l'âge du fer. Mais l'âge du bronze, voilà, c'est une période qui est peut-être la plus méconnue en France. On a commencé quand même à la documenter, à la découvrir au XIXe siècle, mais il y a eu beaucoup de méprises, et puis pendant longtemps il y a eu des préjugés assez primitivistes sur la période. On pensait que ces sociétés de l'âge du bronze étaient finalement encore très proches de la préhistoire. Et puis au XIXe siècle, il y avait aussi des difficultés pour bien dater, pour bien situer dans le temps les productions de l'âge du bronze. Et il y a eu des confusions, si bien que quasiment jusqu'à aujourd'hui, on a cru en fait que certains objets emblématiques de cette période étaient plutôt attribuables à l'époque gauloise, et c'est la raison pour laquelle il y a encore tout un imaginaire, des images d'Épinal qui nous montrent encore aujourd'hui des Gaulois, mais en réalité revêtus pour partie d'armes de l'âge du bronze. Alors il y a un exemple régional qui est emblématique, hein, c'est évidemment la statue, vous savez, de Vercingétorix, qui se trouve place de Jaude à Clermont-Ferrand. On voit le chef gaulois qui brandit fièrement une épée qui est de l'âge du bronze, hein, qui est plus ancienne de presque 1000 ans. Il porte un casque de la même époque, et puis également une cuirasse de l'âge du bronze. Donc vous voyez, c'est complètement anachronique. Alors évidemment aujourd'hui, l'archéologie a beaucoup progressé. Au XXIe siècle, on a une image qui est complètement différente de cette période, mais encore faut-il évidemment faire connaître ces progrès. Ce que l'on sait, c'est que l'âge du bronze, c'est quand même une période où on a déjà des sociétés qui sont assez complexes, tout simplement parce qu'elle s'appuie sur une économie qui est très particulière, une économie de production métallique qui est celle du bronze. Alors le bronze, c'est quoi? C'est un alliage de cuivre et d'étain, c'est un alliage qui est artificiel, qui n'existe pas à l'état naturel, et donc pour fabriquer du bronze, il faut 9 parts de cuivre, 1 part d'étain, et le défi c'est de pouvoir s'approvisionner, parce que en Europe, l'étain on va le trouver plutôt sur les franges nord-occidentales de l'Europe, et puis le cuivre on va plutôt les trouver disons dans le sud de l'Europe ou le sud-est de l'Europe, dans les Alpes en particulier, le sud de la péninsule ibérique, et puis le domaine balkanique. Et donc, quand on veut fabriquer du bronze, à l'âge du bronze, on est, sauf exception, quelles que soient les régions, obligé d'importer, de faire venir de loin, parfois même de très loin, tantôt le cuivre, tantôt l'étain. Et puis il y a des régions dans lesquelles il n'y a ni cuivre ni étain, c'est le cas notamment de l'Europe du Nord, c'est le cas du bassin parisien, c'est le cas aussi du bassin aquitain, et là on n'a pas le choix, on est obligé de faire venir de très loin cuivre et étain, ce qui suppose évidemment que derrière tout cela, quand on trouve un objet en bronze sur un site archéologique de cette époque, ça suppose que bien entendu c'est la preuve, la matérialisation d'un système de contact et d'échange à très longue distance, et donc d'une économie du métal qui repose déjà sur une forme de globalisation, d'interconnexion à une échelle européenne. Bref, c'est déjà une société qui est assez complexe et qui possède déjà une économie assez dynamique, et puis découle de tout cela évidemment une organisation sociale aussi assez complexe et sur laquelle nous reviendrons. Alors pour replacer la période, l'âge du bronze c'est comme une période assez longue pour la protohistoire, pour les âges des métaux. Ça démarre dans le courant du 3e millénaire avant Jésus-Christ, vers 2500.
C'est pour vous situer les choses, on est à la période où on construit par exemple les grandes pyramides d'Égypte, et puis ça dure 17 siècles, et ça se termine vers 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire quelques décennies avant la fondation mythique de Rome. Donc voilà, c'est pour vous situer un petit peu les bornes chronologiques. Ce que l'on sait, c'est qu'en Europe de l'Ouest, en France, sur le territoire français en particulier, l'âge du bronze débute avec une phase d'installation de population originaire en grande partie d'Europe orientale et en particulier des grandes steppes de l'Ukraine actuelle. Et ça se traduit notamment par l'arrivée d'une culture matérielle qui est le campaniforme. Et on peut dire que ces cultures portent en elles, en gestation en quelque sorte, les sociétés non seulement de l'âge du bronze mais aussi de l'âge du fer. Et à bien des égards, le monde celtique, le monde gaulois que l'on connaît beaucoup plus tard, eh bien, est en gestation au cours de l'âge du bronze. Le site dont on va parler, c'est celui de Janza. Alors lui, il se situe vraiment à la toute fin de la séquence, c'est-à-dire qu'on est peu avant on est vers 800 avant Jésus-Christ, ou peu avant, dans ce qu'on appelle le 9e siècle, et ce 9e siècle, eh bien, marque la fin de la période. C'est à la fois un moment un petit peu comment dirais-je, de climax en termes d'organisation sociale, économique, en termes de complexité, et puis on sait qu'il va y avoir un effondrement ensuite assez rapide aux alentours de 800 avant Jésus-Christ. Alors, l'âge du bronze pour les archéologues, c'est souvent synonyme d'un phénomène qui est pas limité à la période, mais qui est vraiment très emblématique, c'est le phénomène des dépôts métalliques. Alors de quoi s'agit-il? Un dépôt métallique, eh bien c'est un ou plusieurs objets en métal dont l'archéologue peut déterminer qu'ils ont été volontairement enfouis dans le sol, parfois aussi, pourquoi pas, immergés dans l'eau. Et ces dépôts métalliques volontaires sont très utiles pour les archéologues parce qu'ils permettent de fossiliser des objets de la vie quotidienne ou des objets plus exceptionnels en métal, et ils nous livrent quantité d'informations. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on sait que le bronze, à l'âge du bronze, c'est nécessairement un matériau qui est coûteux, puisque cuivre et étain viennent de loin. On sait aussi que c'est un métal qui est facile à recycler, et donc normalement le destin d'un objet en bronze, une fois qu'il est usagé, c'est d'être refondu et de disparaître dans le creuset pour fabriquer de nouveaux objets. Donc quelque part, le fait que les sociétés de l'âge du bronze aient voulu placer dans le sol des quantités parfois importantes d'objets métalliques, ça interroge parce que ça veut dire qu'elles ont fait le choix d'enterrer de la richesse. Alors la grande question qu'on se pose depuis les débuts de l'archéologie protohistorique, depuis le 19e siècle, c'est pourquoi ces sociétés anciennes ont-elles fait le choix comme ça de retirer de la circulation ces richesses qui vont faire ensuite le grand bonheur des archéologues. Alors depuis le 19e siècle, il y a deux pôles interprétatifs qui sont en opposition, en quelque sorte. Il y a j'ai une position qui a été défendue par un archéologue français qui s'appelait Ernest Chantre, et qui consistait à dire que ces dépôts métalliques de l'âge du bronze étaient probablement des cachettes qui auraient été constituées à des périodes d'insécurité, de guerre, etc. On aurait enseveli dans le sol des sortes de trésors, et puis pour des raisons indéterminées, le propriétaire, le dépositaire n'aurait pas été en mesure de retrouver son bien, de le récupérer. Et dans ce cas, on est plutôt dans des hypothèses qu'on va qualifier d'économiques. Et puis à l'opposé, il y a une autre manière de percevoir les choses, qui a été développée en particulier par des archéologues de l'Europe du Nord, dont Sophus Müller, qui consiste à dire que non, si ces objets ont été enfouis dans le sol, c'était vraiment d'emblée à titre définitif, il n'y avait pas l'idée de les récupérer, donc c'était vraiment des dépôts définitifs, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on faisait le choix de sacrifier des richesses, de sacrifier du métal, et d'où l'idée que ce serait plutôt des dépôts rituels qui seraient liés soit à des rituels funéraires, soit pourquoi pas une religion dans laquelle il faudrait en quelque sorte, pour obtenir l'appui des divinités, du divin, échanger, entrer en transaction avec le monde du divin et donner des objets en métal
pour pouvoir ensuite obtenir en retour des actions bénéfiques. Et ça, c'est un débat qui dure depuis le 19e siècle, qui, à vrai dire, ne peut pas véritablement être tranché pour une raison simple, c'est que ces dépôts métalliques, au 19e, au 20e siècle, eh bien, c'est un peu le paradoxe, ils n'ont jamais quasiment été trouvés par des archéologues. C'est des ensembles d'objets qui ont presque toujours été mis au jour au gré des travaux agricoles au 19e siècle, ouverture de carrières, ouverture de chemins de fer, même chose un petit peu au 20e siècle. Et puis aujourd'hui, il y a encore des découvertes qui sont faites, mais principalement, et malheureusement dans le cadre de pillages aux détecteurs de métaux, pillages clandestins, qui font que jusqu'à ces dernières années, on n'avait pas véritablement d'observation très précise, vous voyez, de l'organisation de ces objets, de leur contexte, qui aurait permis de répondre à la question du, finalement, qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à ces sociétés anciennes. Alors, néanmoins, il y a un site qui va nous permettre à terme de répondre à ces questions, ou en tout cas d'essayer de les trancher, c'est le site de Janza. Alors Janza, c'est pas un site qui est complètement inconnu, dans la mesure où dès le XVIIIe siècle de notre ère, si je puis dire, on y a fait des découvertes assez extraordinaires de dépôts métalliques. Alors évidemment au XVIIIe siècle, on ne savait pas qu'ils dataient de l'âge du bronze, on pensait que c'était plutôt d'époque romaine. On a fait de nouvelles découvertes au XIXe siècle aussi, mais malheureusement ces dépôts métalliques trouvés anciennement, eh bien, ne nous sont connus que par de brèves descriptions, on n'a quasiment pas de dessin. C'est un peu frustrant, enfin c'est même très frustrant, la plupart des objets ont disparu. On sait qu'on a trouvé 6 dépôts métalliques en tout, au XVIIIe et au XIXe siècle, mais simplement on sait que, voilà, sur la commune de Janza, il y avait quand même un potentiel archéologique important. Alors ça, c'est des choses que j'avais évidemment dans ma tête quand j'ai commencé mes recherches en Auvergne, mais la frustration, c'est que ces découvertes anciennes étaient mentionnées, mais n'étaient jamais localisées. On disait, voilà, c'est à Janza, mais on ne savait pas où exactement. Et puis les choses ont changé de manière un peu radicale en 2017. Alors hélas, suite à un pillage au détecteur de métaux, et il faut dire et rappeler combien les pillages sont destructeurs et dramatiques pour nous, parce que voilà, ça consiste en fait à arracher au sol des quantités d'informations et à les faire disparaître. Et malheureusement, des détectoristes ont trouvé le site sur lequel ces dépôts métalliques avaient été mis au jour anciennement. Eux-mêmes ont trouvé des objets. Au total, et à minima, au moins 400 de ces objets ont pu être saisis en fait par la gendarmerie, ensuite le service régional de l'archéologie, et ces 400 objets, eh bien, nous donnent déjà des informations quand même assez utiles, mais malheureusement on ne sait pas, une fois de plus, comment étaient placés ces objets, les uns par rapport aux autres dans l'espace, etc., etc. Néanmoins, ça nous a permis évidemment de mettre le doigt sur le site archéologique qui a livré toutes ces richesses, et donc à partir de 2019, eh bien, j'ai coordonné avec David Lallemand ce qu'on appelle un programme collectif de recherche, un PCR, un projet scientifique visant justement à étudier non seulement le site de Janza, également le site de Bègue, qui est à proximité, et puis d'une manière plus générale, l'idée de ce programme, eh bien, c'est d'essayer de mieux comprendre la proto-histoire et aussi l'époque antique dans cette zone qui se trouve dans le sud du département de l'Allier. C'est ce qu'on appelle le pays de Ghana, c'est donc une quinzaine de communes autour de la ville actuelle de Ghana, et donc les deux sites sur lesquels on a investi le plus en ce moment sont ceux de Bègue et de Janza, deux sites qui sont distants simplement de 3 km à vol d'oiseau. Alors les méthodes que nous utilisons sont les suivantes. On va utiliser évidemment toutes les ressources modernes de la recherche, en particulier des relevés LIDAR.
qui sont en fait des systèmes de balayage par faisceau laser qui nous permettent d'enregistrer très précisément les reliefs, les micro-reliefs. On va utiliser aussi les ressources de la prospection aérienne, et Bertrand Douce-Tessier, la cheville ouvrière de nos recherches de ce point de vue-là. On fait également des prospections au sol, notamment en utilisant, si je puis dire, les armes de nos ennemis, c'est-à-dire en utilisant des détecteurs de métaux, mais cette fois-ci de manière raisonnée et scientifique. Et puis, bien entendu, il s'agit aussi pour nous de caractériser les vestiges, qu'ils soient humains ou environnementaux. Et donc, ça passe notamment par des opérations de terrain, telles que sondage et fouilles archéologiques. Alors, ces différentes méthodes nous permettent aujourd'hui, enfin, de bien caractériser le site de Janza. Janza, en fait, le site archéologique se situe sur un plateau qui domine la vallée de la Sioule. La Sioule, c'est un affluent de l'Allier, un endroit où la Sioule est quand même assez encaissée, donc le plateau domine la Sioule d'un peu plus de 150 mètres. Et ce que l'on voit, c'est que ce plateau est en fait protégé par un système de remparts, un rempart en pierre sèche, dont on aperçoit ici une image à droite, et puis des fouilleurs qui sont devant. Ce rempart barre véritablement l'ensemble du plateau sur presque 400 mètres. C'est un mur qui aujourd'hui est très arasé, il a presque 3000 ans maintenant, mais voilà, il en subsiste suffisamment pour que l'on sache qu'à l'origine, il faisait 3 mètres de large, sans doute plusieurs mètres de hauteur. Il y avait probablement une armature en bois à l'intérieur, et puis nous savons aussi qu'il était protégé par un système de fossés qui servait de carrière également, de pierre, pour pouvoir ensuite aménager le rempart. Ça déjà, c'est une information qui est assez intéressante. Nous savons que les dépôts métalliques de Janza n'étaient pas isolés ou dispersés dans l'espace, qu'ils étaient non seulement sur une hauteur, mais que celle-ci était fortifiée. Alors, comme nous avons ce rempart, on peut estimer évidemment la superficie occupée ou potentiellement occupable du plateau. La superficie c'est entre 25 et 28 hectares. Alors 25-28 hectares, ça commence à faire très grand, surtout pour l'âge du bronze, sachant qu'à l'âge du bronze, des sites de hauteur fortifiés, il y en a beaucoup, mais en moyenne, leur superficie, c'est à peu près de l'ordre de 4 hectares. Donc ça veut dire que Janza est d'une taille qui est bien supérieure à la moyenne, et on est, alors peut-être pas, c'est pas évidemment le site le plus grand que l'on connaisse, mais on est quand même dans la catégorie la plus importante, ce qui indique déjà probablement un site d'un statut un peu particulier. Et puis à l'intérieur de ce rempart, dans l'espace intramuros, nos fouilles ont permis de constater en fait l'existence d'un habitat sans doute assez important, groupé, on peut parler d'une agglomération. Alors, pour l'instant, cette agglomération, elle n'est pas encore très bien caractérisée. Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est un bourg? Est-ce qu'il ne s'agirait pas éventuellement d'une de ces premières villes, d'une forme d'expérience urbaine, comme on en aura par la suite au cours de l'âge du fer? Ça, c'est une question qui reste un petit peu en suspens. Mais ce qui est sûr, c'est que où que l'on fasse des sondages, des zones de fouilles à Janza, on va trouver des restes de bâtiments. Alors ces bâtiments à l'époque ils étaient construits en bois, en terre, donc ça laisse quand même assez peu de traces archéologiques, en tout cas il faut avoir l'œil assez exercé, mais ça va quand même laisser ce qu'on appelle des empreintes de fondation sous la forme de trous de poteaux. Donc on a des trous de poteaux un petit peu partout, et puis aussi de temps à autre des fosses qui servaient de cellier, qui servaient de réserve, et qui dans un deuxième temps ont pu servir en fait de dépotoir, et on a eu l'opportunité notamment de découvrir une fosse qui était particulièrement riche en céramique de cette époque. Et puis vous verrez vous voyez sur le diaporama donc une évocation de la vie dans ces habitats à la fin de l'âge du bronze. Ici une image qui nous montre un échantillon des formes céramiques connues à cette époque, et donc on a là des séries de vases qui sont quasiment complets, avec des formes assez élégantes. Pour les formes fines, la vaisselle de table, des vases peints
en noir, avec des bandes rouges, etc. Enfin, des choses qui sont tout à fait caractéristiques de la fin de l'âge du bronze. Et puis, bien entendu, ce qui fait aussi l'originalité du site de Gianza, c'est que non seulement il a livré des dépôts métalliques par le passé, mais nous avons eu la chance, par nos campagnes de prospection, par nos campagnes de sondage et de fouilles, de trouver nous-mêmes des dépôts métalliques intacts. Il en restait encore quelques-uns. Alors, quelques-uns de ces dépôts sont, on va dire, assez modestes, hein, constitués d'un ou deux objets. Ici, on a des exemples où on voit, par exemple, des lames de hache isolées, ou bien avec simplement un morceau de lingot. Ces haches jouent certainement un rôle important, hein, dans l'économie de cette époque, parce que la hache, c'est un petit peu comment dire, le laguiole, le canif de l'époque, hein. C'est un outil qui sert à plein de choses, c'est extrêmement pratique. Et on voit à droite comment ces lames de hache pouvaient être emmanchées à l'origine. Et puis à côté de cela, nous avons des dépôts métalliques qui sont plus importants, qui contiennent non plus seulement un ou deux objets, mais jusqu'à une dizaine ou un peu plus d'une dizaine de pièces. On voit en bas à gauche ici un dépôt avec 10 lames de hache, stockées tête bêche et assez minutieusement. Au centre, un dépôt placé dans un vase en céramique, et probablement des pièces de harnachement équestre. Et puis à droite, un petit ensemble essentiellement composé de parures, mais aussi de quelques pièces d'armement. Et ce petit ensemble, eh bien, qui était logé dans une petite fosse, nous montre le soin qui était apporté à l'aménagement de ces différents dépôts. Et puis on a des ensembles qui sont nettement plus conséquents, qui se constituent cette fois-ci de plusieurs dizaines, voire même de quelques centaines de pièces métalliques. Sur la gauche, un dépôt avec des pièces de harnachement équestre, des pièces d'armement. Au centre, un autre en bas avec également des pièces de harnachement équestre. Et puis à droite encore un autre, cette fois-ci placé dans un récipient en terre cuite. Alors quelles sont les méthodes qui vont nous permettre de bien documenter ces ensembles? Dans la mesure du possible, on va essayer de prélever en bloc ces dépôts métalliques de manière à pouvoir ensuite les étudier en laboratoire, de manière à, dans un premier temps, pouvoir les passer au rayon X dans des scanners, et puis de façon à pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a une radiographie tridimensionnelle, on va pouvoir démarrer véritablement ce qu'on appelle une micro-fouille, qui peut prendre véritablement des semaines, et donc chaque objet métallique va être positionné très précisément dans l'espace, les uns par rapport aux autres. Alors le mieux, c'est peut-être d'illustrer en quelque sorte la méthodologie à partir d'un vidéogramme qui est présenté en ce moment au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et on voit ici la découverte justement d'un dépôt qui était placé dans une céramique. On voit ici le dégagement du contenant de ce dépôt. Là, on est en train de placer des films plastiques qui vont permettre ensuite de recouvrir l'ensemble de bandes plâtrées. Puis une fois que tout cela est bien sec, eh bien on va pouvoir prélever en bloc l'ensemble de ces objets, de manière évidemment à pouvoir ensuite les transporter en laboratoire, leur faire subir un certain nombre d'analyses. Ici donc un passage au scanner, et une fois que le passage au scanner est terminé, eh bien on a un enregistrement très précis, vous voyez, du positionnement des différents objets, ce qui peut nous permettre, dans un deuxième temps, eh bien, de passer à la fouille proprement dite. Donc une fouille qui va se passer dans les meilleures conditions, puisque ce sont les conditions de laboratoire, donc on va pouvoir utiliser des loupes, des pinceaux, et faire tout le travail de manière extrêmement détaillée. Donc voilà, sur le vidéogramme, on voit déjà le résultat du traitement du scanner, et puis ici sur ces dernières images, la façon dont on va dégager très minutieusement ces objets qui correspondent ici à des pièces de harnachement équestre.
Alors ce qui est intéressant, c'est que nos fouilles révèlent que, bien entendu, il y a des objets en bronze dans ces dépôts, mais qu'il existe également des objets de cuir. Alors pour vous montrer plus concrètement à quoi correspondent nos différentes phases de fouilles en laboratoire, ici quelques images, vous voyez, qui nous montrent le dégagement successif de différents objets issus de différents dépôts. Donc ici une image, enfin deux images en l'occurrence, à gauche toute une série de lames de hache, une petite pendeloque avec un oiseau, et puis à droite un anneau de chaudron, des faucilles, une plaque de ceinture. Puis vous voyez, plus on descend à l'intérieur du dépôt, et le faciès est en train d'évoluer, de changer, et on découvre de nouveaux éléments au fur et à mesure de la découverte. Je l'ai dit, à la fois des éléments métalliques, mais si vous regardez bien sur ces images, on a aussi des choses qui n'avaient jamais été observées jusqu'à présent. Ici, on a des galets de couleur, alors à gauche de couleur blanche, et puis à droite de couleur rougeâtre, qui ont été également placés avec les objets en bronze. Et puis on peut bien entendu ensuite restituer toute la succession des objets, des gestes qui ont permis aussi de placer ces objets dans les vases, de manière à essayer de mieux comprendre la logique de ces ensembles. Alors parfois, évidemment, les choses sont un petit peu plus compliquées. Si les objets sont placés directement dans le rocher, là, on ne va pas pouvoir faire de prélèvement en bloc, et on va être obligé de fouiller sur place. Mais là aussi, il existe des méthodes, notamment d'enregistrement tridimensionnel, qui vont nous permettre de garder la mémoire très précise du positionnement de chacun des objets, les uns par rapport aux autres. Et donc, on voit ici notamment différentes phases de fouille d'un petit dépôt sur place. À Janzat, on a en particulier dans la partie centrale du site une zone qui est très riche, puisqu'elle a livré pas moins de 3 dépôts métalliques, peu distants les uns des autres, au point qu'on peut peut-être penser qu'ils ont été constitués par une même, pourquoi pas par une même famille, vous voyez à peu près entre 10 et 13 mètres de distance entre ces 3 ensembles. 2 de ces dépôts sont particulièrement riches. On a en particulier celui-ci, ce qu'on appelle le dépôt F55, qui était constitué au sommet de vaisselle de bronze, de petits gobelets, dont on va voir ici quelques images après restauration ou au moment des scans. Et puis sous ces bols emboîtés les uns dans les autres, quelques pièces d'armement, pointe de lance, éléments d'épée, pointe extrémité d'épée, et puis tout autour, vous voyez, une série de lames de hache, comme on va en trouver dans d'autres dépôts. Et on voit ici d'autres photos qui nous montrent l'avancement de ces fouilles, avec ici à droite, dans la partie basse, une couche très organique avec des restes de végétaux et en particulier de lierre. Voici une image de la poignée d'épée qui provient de cet ensemble, avec ici un objet de comparaison qui nous permet d'avoir une idée de la façon dont se présentait l'objet quand il était intact. Et puis tout au fond de ce dépôt, ce qu'on appelle des phalaires, c'est-à-dire des disques en bronze qui ressemblent presque à des miroirs et qui sont en fait des pièces de harnachement équestre. Pièces de harnachement équestre qui devaient probablement orner des courroies de chevaux attelés à un char. Et puis on voit sur la dernière photo à droite ici tous les éléments qui pouvaient accompagner ces phalaires. Et ensuite, à une douzaine de mètres, un autre ensemble, constitué cette fois-ci uniquement de pièces de harnachement équestre, d'anneaux de distribution de courroies. On voit à droite un anneau passe-guide, et puis au centre, en bas, des vestiges de mors, de montants de mors, pour la bouche de 2 chevaux qui étaient attelés. Là, des images qui nous montrent des tomoscans de ces différentes pièces de harnachement et de char. Et puis ici, une image qui nous
comment dire, nous permet d'avoir une petite idée de la façon dont ces objets pouvaient être disposés à l'origine sur les courroies qui devaient équiper ces chevaux. Alors ici on est vraiment dans le domaine du harnachement équestre, dans le domaine élitaire, du luxe, et eh bien il existe quelques autres dépôts un peu du même genre en Europe, qui aussi nous permettent d'avoir une image, une idée de la façon dont les personnages les plus puissants de l'époque pouvaient se déplacer à bord de chars à 2 ou à 4 roues, tirés généralement par 2 chevaux. Au final, quel bilan peut-on tirer de ces découvertes de dépôts métalliques à Janza? Au total, donc, on a trouvé 18 dépôts depuis nos fouilles qui ont démarré en 2019. Donc là, en ce moment, on démarre une sixième campagne. Ces dépôts, on voit qu'ils sont sans doute organisés dans l'espace. Ils sont plutôt dans la partie centrale du site. Ils sont aussi, semble-t-il, plus ou moins alignés sur un aménagement qui semble organiser l'espace interne du plateau. Et puis évidemment, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que on est en mesure de les replacer dans leur contexte. Ici, un habitat de haut statut, un habitat élitaire et un habitat fortifié. Et tous ces objets nous donnent évidemment un aperçu assez extraordinaire de ce qu'on appelle la culture matérielle, des objets qui étaient utilisés parfois au quotidien, parfois de manière plus exceptionnelle, par des gens plus aisés. Et tous ces objets en bronze sont une documentation, une fenêtre d'étude assez extraordinaire sur ces sociétés de l'âge du bronze. Là, ici, j'ai mis juste quelques-uns des objets mis au jour à Janza. On a des objets du quotidien, en particulier des outils agricoles, des lames de faucille, des lames de hache, qui nous montre que, bien entendu, on a affaire ici encore à des sociétés qui, fondamentalement, ont une économie agro-pastorale. Ce sont d'abord et avant tout des sociétés paysannes, mais on a trouvé aussi des outils vraiment spécialisés qui sont liés en particulier au travail du bois, au travail des peaux, mais aussi au travail évidemment du bronze. Donc ça, c'est la preuve évidemment de l'existence à côté des paysans de classes d'artisans, notamment d'artisans bronziers. Et puis on a des objets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir pour des époques aussi anciennes, en particulier des poids de balance, qui supposent qu'on avait des systèmes déjà d'étalonnage de la valeur qui étaient extrêmement précis, des armes, j'en ai déjà parlé, épées, pointes de lance, qui attestent l'existence de guerriers, probablement même de spécialistes de la guerre, ou en tout cas de chefs de guerre, et puis des objets qui montrent la présence d'une élite sociale, une sorte d'aristocratie, avec donc toutes ces pièces de harnachement équestre. Et puis pour terminer, des objets de parure, quantité de bracelets, de torques. Alors, les torques, ce sont ces colliers rigides qui étaient portés autour du cou des femmes ou des hommes de l'époque, et qui montrent évidemment un soin important accordé à l'esthétique, au corps, au costume, sachant que dans les sociétés traditionnelles, les costumes sont des indicateurs très précis en termes de classe d'âge, de genre, de statut social, d'origine ethnique. Donc vous voyez quantité d'informations qui sont véhiculées par ces objets en bronze. Voilà, bien écoutez, j'en ai terminé pour ce qui est de cette présentation très, très générale du site de Janza, et puis je me tiens à votre disposition pour des questions. Et je tiens, pour terminer aussi évidemment, à remercier tout le travail de l'équipe qui est composé pour beaucoup en fait d'étudiants, surtout de l'université de Toulouse, qui consacre donc beaucoup de temps et d'énergie à ces fouilles programmées. Vous avez mentionné des pièces de harnachement équestre, des galets, de la vaisselle, des éléments d'armement. Que sait-on des intentions des personnes qui ont déposé ces objets? Alors là, ça nous montre toute la complexité en fait de ces pratiques de dépôt. Effectivement, avant de démarrer ces fouilles, on avait une image parfois un peu simpliste quand même de leur composition. Ce que révèlent notamment les fouilles de Janza, c'est que, outre des objets en métal,
On peut avoir des éléments en cuir, en tissu, on l'a vu, également du lierre, de la végétation, de la litière végétale, et puis ces fameux galets. Alors ce que j'ai pas eu le temps de préciser, c'est que ces galets en fait sont des outils, hein. Ce sont des galets qui étaient utilisés par des potiers ou des potières comme lissoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 dépôts, donc on a trouvé à chaque fois 4 galets, hein. D'un côté 4 galets blancs, de l'autre côté 4 galets rouges. Alors pourquoi déposer ces objets dans ces dépôts? Moi, mon idée, c'est qu'il y a quand même potentiellement une dimension symbolique, hein, c'est-à-dire qu'on va chercher parfois à représenter, ou en tout cas à placer dans le sol, des objets qui sont vraiment très personnels, hein, qui sont la propriété d'un potier, d'une potière, pourquoi pas d'un aristocrate, avec ses chevaux, ses pièces de char, etc. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a des correspondances entre les dépôts qui nous montrent qu'on a probablement en fait des ensembles, hein, qui ont été répartis, vous voyez, en 2 ou en 3 dépôts différents. Mais là, il va nous falloir encore quelques mois, quelques années même certainement, pour réussir à comprendre tous les liens complexes qui relient, vous voyez, ces différents objets. Et après, l'idée qu'on a quand même, c'est que considérant le soin qui est apporté à ces dépositions, considérant aussi le fait qu'on y a mis des objets qui craignaient quand même l'humidité, le froid, etc., l'idée qui domine, c'est qu'on a probablement enfoui ces objets à Jonza de manière délibérée, volontaire et définitive. Et donc on rejoint, vous savez, la deuxième hypothèse, qui serait de penser qu'on a plutôt affaire à quelque chose de, on va dire, de symbolique, hein, au sens très large. On a aussi des indices de ce que ça pourrait correspondre plutôt à la fin de l'occupation du site, et pourquoi pas un phénomène qui accompagnerait rituellement la fermeture, l'abandon d'un site, hein. C'est des choses qui sont bien connues dans d'autres civilisations, en particulier au Proche-Orient, hein, quand on inaugure un site, quand on commence à l'aménager, le construire, ou quand on l'abandonne, c'est toujours évidemment, dans l'histoire d'une communauté, c'est toujours des moments qui sont cruciaux, pour lesquels il faut l'accord, l'appui du divin, et donc souvent on va faire des offrandes, des sacrifices, pour pouvoir soit inaugurer un site, soit le fermer et l'abandonner. Alors je ne dis pas que c'est ça encore, hein, mais c'est une des pistes d'interprétation. Vous abandonnez donc l'idée que ce soit un espace funéraire? Alors, à l'âge du bronze, comme à l'âge du fer ou à l'époque gauloise, il y a vraiment une séparation entre les habitats et les nécropoles. Il y a sans doute l'idée que la mort peut souiller un site d'habitat, et donc les sépultures à l'âge du bronze sont toujours rejetées, si je puis dire, à l'extérieur. On va d'ailleurs trouver les principales sépultures, celles des élites, essentiellement au niveau des grandes voies de circulation, des carrefours, parce que c'est à la fois évidemment des tombes, mais c'est aussi une manière de marquer en fait son emprise sur le territoire, et de marquer une forme de propriété au moins symbolique sur le territoire. Donc les nécropoles, souvent, elles fonctionnent avec les voies, les chemins, les routes qui relient les sites les uns aux autres, mais on ne trouve jamais de sépulture dans l'habitat lui-même, hein. Il y a vraiment cette séparation. Et c'est la raison pour laquelle, là, on peut être certain que les dépôts métalliques de Jonza, dans la mesure où ils sont dans l'habitat, ne sont pas reliés à des sépultures. C'est vraiment des dépôts métalliques non funéraires, hein. Ce ne sont pas des dépôts sépulcraux. Maintenant, on peut toujours imaginer évidemment des rituels très complexes qui feraient que, pourquoi pas, à la mort d'un grand personnage, sa dépouille irait rejoindre une sépulture qui serait à l'extérieur de l'habitat, et puis on pourrait très bien, pour des raisons rituelles, religieuses, etc., eh bien, prendre ses objets personnels, une partie de sa richesse, et puis l'ensevelir non pas à ses côtés dans la tombe, mais dans l'habitat. Ça, c'est des hypothèses qui ont déjà été émises. On sait par exemple que chez les Vikings, il y avait une croyance qui, comment dirais-je, demandait à ce que, quand quelqu'un d'important mourait, on s'arrangeait pour que des objets qui étaient nécessaires à sa vie dans l'au-delà
soit quand même enseveli en un endroit qui n'était pas forcément la sépulture, de manière à ce que l'esprit du défunt puisse continuer à en jouir dans cet au-delà. Donc ça, c'est une des hypothèses qui a été émise, mais bon, on est dans des sociétés qui n'ont pas de texte, donc je ne pense pas qu'on puisse un jour savoir, vous voyez, quelles étaient précisément les intentions sous-jacentes à ces gestes de dépôt. Mais voilà, je pense que la dimension symbolique, elle est assez claire maintenant, elle est bien établie, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Ça c'est autre chose. Pourquoi considérez-vous que ces dépôts métalliques ne sont pas des trésors? Alors, la question de le dépôt comme trésor, ça c'est quelque chose qui revient depuis le 19e siècle. Alors, trésor, ça suppose dans ce cas que le propriétaire du trésor n'a pas été en mesure de récupérer son bien. Et puis l'hypothèse du trésor, elle peut se justifier si on peut mettre en évidence qu'on a caché, par exemple, à la hâte, des objets précieux. À Jonza, ça n'a pas l'air de fonctionner pour une raison simple, c'est que on observe des gestes qui sont récurrents d'un dépôt à un autre, et ce sont des gestes qui sont vraiment réfléchis. On a des objets qui sont très bien disposés. Dans plusieurs dépôts, qui sont notamment dans des vases, on s'aperçoit que les premiers objets qui sont placés au fond du récipient, ce sont d'abord des objets de parure. Ensuite, on a souvent des objets qui vont être liés à, disons, à de l'armement ou de l'outillage spécialisé. Et puis ensuite, on a la dernière couche qui est constituée souvent par des lames de hache. Et ça, c'est des choses qui se répètent sur plusieurs dépôts. Si c'était agi de trésors, on pourrait imaginer quelque chose de beaucoup plus hétéroclite, de moins pensé, de moins organisé, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'hypothèse du trésor, bon, elle n'est pas complètement à exclure, on ne peut pas être complètement sûr que tous les dépôts entrent dans le cadre de rituels, vous voyez, d'ensevelissement définitif, mais c'est quand même assez peu probable. Quelle est la provenance des matériaux utilisés pour la fabrication des bronzes de Jonza? On a une recherche qui est en cours sur ce qu'on appelle la paléométallurgie, qui consiste donc à examiner de quelle manière les objets ont été fabriqués, produits, et aussi de façon à essayer de connaître la provenance des métaux. Pour l'étain, c'est très compliqué que de parvenir à pister ce métal. En revanche, c'est possible pour le cuivre. Et donc là, on a des cycles d'analyse d'objets qui vont nous permettre à terme probablement d'avoir une idée assez précise de leur origine. Mais c'est dans le cadre d'une thèse de doctorat qui a démarré il y a un petit peu plus de... il y a presque 2 ans maintenant, et donc il va falloir attendre encore un peu. Mais voilà, il y a déjà eu d'autres travaux qui ont été faits dans d'autres régions qui montraient que souvent à cette époque, le cuivre vient plutôt des Alpes. Alors après l'étain, là on ne peut pas être très précis, mais par contre il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que dans l'Allier, et pas très loin du site de Jonza, à une quinzaine de kilomètres, il y a quand même des gîtes naturels d'étain, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité quand même d'exploiter de l'étain en roche, et donc il n'est pas exclu qu'on ait exploité l'étain. L'endroit c'est la forêt des Colettes, c'est un endroit où il y a beaucoup de lithium, ce qui est, défraie un petit peu la chronique en ce moment, mais il n'y a pas que du lithium dans cette forêt des Colettes, il y a aussi de l'étain, et il est tout à fait possible qu'il ait été exploité dès l'âge du bronze, si bien que Jonza a pu servir à un moment donné pourquoi pas, de plaque tournante non seulement dans les échanges, mais aussi pourquoi pas dans la production de l'étain. C'est pas impossible. Quel était le statut du site de Jonza? Alors le site, donc, ce que l'on connaît, ce sont ses limites spatiales, puisque le plateau est quand même naturellement défendu par des pentes qui sont assez abruptes. À un endroit, on a le rempart qui vient barrer le plateau, et donc on sait qu'il y a un espace qui était à la fois artificiellement et naturellement protégé sur à peu près 28 hectares, ce qui est très étendu.
pour le moment, à chaque fois qu'on a fait des sondages, on a eu des traces en fait d'occupation de l'âge du bronze, mais plus ou moins denses. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si véritablement les 28 hectares étaient occupés ou pas, densément ou non, ça on ne sait pas encore. Maintenant, bon, on a aussi toute une zone hein, qui a été prospectée avec des méthodes géophysiques, qui pour l'instant ne montre pas de traces très évidentes. Donc ce qu'on peut penser, c'est que seule une partie des 28 hectares sont occupés, mais dans quelle mesure, ça c'est encore assez difficile à déterminer. Néanmoins, nos zones de fouilles sont quand même suffisamment dispersées sur quelques hectares pour penser qu'on a affaire non pas à une sorte de grosse ferme aristocratique, mais plus vraisemblablement un habitat groupé. Alors, une fois de plus, est-ce que c'est un gros village? Est-ce que c'est beaucoup plus qu'un gros village? Ça, il faudra prolonger évidemment les fouilles. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un site d'un statut qui est exceptionnel, parce qu'en Europe, il y a très peu de comparaisons, il y a très peu d'équivalents, c'est-à-dire d'habitats fortifiés qui auraient livré autant d'objets en bronze et autant de dépôts métalliques. Donc on a très vraisemblablement affaire ici à une capitale pour un territoire qui pouvait être très important, parce qu'en Auvergne, le seul site qui à la fin de l'âge du bronze présente un statut qui peut correspondre à celui de Janza, c'est le plateau de Coran. Et entre Coran et Janza, il y a 60 km. Donc si on imagine que Coran et Janza sont des chefs-lieux de territoire et que ces territoires sont mitoyens, ça voudrait dire qu'on aurait quand même des espaces qui seraient centralisés sur un rayon d'environ une trentaine de kilomètres, voire un peu plus. Ce qui est très important pour cette époque, mais après tout, à l'âge du fer, les territoires ne sont pas beaucoup plus étendus. Mais si c'est le cas, voilà, on a peut-être déjà un système, vous voyez, de territoire très centralisé, très organisé, avec une hiérarchie des habitats sur l'ensemble du territoire. Pour compléter ce que vous venez de dire, comment se positionne le site de Janza dans le territoire? Est-ce que c'est plutôt un centre ou une marge? Alors, c'est à la fois probablement un centre territorial, mais c'est aussi une zone qui, plus tard, sera une zone de frontière. Parce que, je l'ai dit, on est sur la Sioule, et la Sioule, c'est une frontière entre, à l'âge du fer, à l'époque gauloise, entre les Arvernes au sud et les Bituriges au nord, entre ce qui va devenir plus tard l'Auvergne et plus tard le Berry. Et puis ensuite, le Bourbonnais s'est développé à la jonction, à la charnière de ces deux territoires. Donc ce qu'on sait, c'est que plus tard, à la fin de l'âge du fer, on est à la limite entre deux cités. Mais il est probable qu'à l'âge du bronze, la situation était un petit peu différente. Maintenant, pourquoi pas imaginer aussi qu'on ait affaire à un site qui aurait joué un rôle également défensif important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a probablement affaire à un site qui joue un rôle de contrôle sur des réseaux d'échange, en particulier nord-sud, parce que à l'époque romaine, la voie qui relie Clermont-Ferrand, Augusto Nemetum, à Bourges, à Varicum, cette voie passe à quelques kilomètres à peine de Janza. Et c'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui l'autoroute A71, Clermont-Ferrand-Paris, passe quasiment au même endroit. Donc c'est vraiment une zone qui joue un rôle fondamental, parce que quand on veut aller du Massif central au bassin parisien, le plus simple, c'est de franchir la Sioule, peu ou prou au niveau de Janza. Et donc voilà, on peut penser que le site aussi a retiré une partie de ses richesses par le contrôle de cet axe de circulation nord-sud. Alors, est-ce qu'il y avait déjà des systèmes de péage à l'âge du bronze? C'est pas possible. Est-ce que sa proximité avec la Sioule en fait un lieu de commerce et d'échange par voie navigable? Je pense que le site de Janza, effectivement, est dans une position qui est très intéressante en termes d'exploitation de différentes ressources et différentes potentialités. On a parlé de l'étain, donc avec des gîtes métallifères à proximité, dont on ne sait pas encore s'ils étaient exploités ou non.
On n'a pas mentionné les richesses agricoles de la plaine bourbonnaise, de la Limagne bourbonnaise. Donc on a des terres très fertiles qui sont à proximité. On a aussi des terres qui sont propices à la pâture, à l'élevage. Il y a cette possibilité aussi, je l'ai dit, de contrôler cet axe d'échange nord-sud entre bassin parisien et puis façade orientale du Massif central. Et puis je pense qu'il y avait également possibilité aussi de contrôler la circulation, alors peut-être de métaux tels que l'or qui pouvait venir des Combrailles et qui pouvait éventuellement être exporté via la Sioule. Alors aujourd'hui la Sioule, c'est une rivière qui a un débit qui est assez faible l'été, mais enfin qui reste quand même potentiellement navigable avec des petites embarcations telles que des pirogues. Et on sait que au printemps ou à l'hiver, là, on pouvait utiliser sans problème des bateaux à fond plat et ainsi utiliser la Sioule et de là passer évidemment à l'Allier, ensuite la Loire. Et puis quand on est sur la Loire, on peut se connecter à l'océan Atlantique ou bien au bassin de la Seine en passant par le Gâtinais, etc., etc. Donc ouais, je pense que Jeanzat est vraiment un pôle important parce qu'il y a toutes ces potentialités économiques. J'ai pas mentionné aussi l'existence d'une source salée qui se trouve en contrebas. Et le sel, c'est aussi, c'est ce qu'on appelle parfois l'or blanc pour l'époque protohistorique. Il y avait des trafics de sel, c'est vraiment très important parce que le sel, c'est un conservateur, et quand on n'a pas de réfrigérateur, le sel, c'est ce qui va permettre de conserver évidemment salaison, viande, de fabriquer des fromages, de aussi satisfaire les besoins alimentaires des bovins en particulier. Donc le sel, c'est un peu la vie à l'âge du bronze. Comment les résultats de la fouille sont-ils valorisés aujourd'hui? Et quel est votre positionnement par rapport au risque de pillage? Alors si j'interviens aujourd'hui, c'est parce qu'il est enfin temps pour nous de communiquer nos résultats, sachant que Jeanzat est resté complètement sous les écrans radars jusqu'à cette année, jusqu'en 2025. C'est-à-dire qu'on est intervenu de 2019 jusqu'en 2024 de façon très discrète et même secrète pour pouvoir travailler dans la sérénité et ne pas avoir à subir justement d'actes de pillage. On s'est donné les moyens pendant toutes ces années de quadriller systématiquement en fait l'ensemble du site avec un détecteur de métaux et l'année dernière on s'est rendu compte qu'on avait sans doute trouvé sinon la totalité, du moins la plupart en fait des dépôts métalliques qui pouvaient rester, et c'est la raison pour laquelle on a pu se permettre d'organiser une exposition au musée Anne de Beaujeu à Moulins qui s'appelle l'Odyssée du bronze, qui va permettre au public, enfin qui permet au public déjà de découvrir une partie de nos recherches. C'est la raison pour laquelle aussi on a un de nos dépôts qui est exposé aujourd'hui au musée de Saint-Germain-en-Laye dans le cadre de l'exposition les Maîtres du Feu, et c'est ce qui fait aussi qu'il y a déjà des articles dans des catalogues d'expositions, dans des journaux, magazines, etc. qui ont été publiés sur Jeanzat. On peut se permettre enfin maintenant de révéler l'existence de ce site, parce que, d'une certaine manière, les fouilles ont permis de mettre à l'abri le patrimoine archéologique qui était le plus fragile. Et ce qui serait souhaitable, c'est que ce que nous avons mis en place durant toutes ces années, du point de vue des méthodes, du point de vue de la stratégie d'acquisition de l'information, il serait souhaitable évidemment que ça puisse être dupliqué maintenant sur d'autres sites de l'âge du bronze, parce que je crains que d'ici une trentaine d'années, une quarantaine d'années, qu'il n'y ait quasiment plus rien à trouver, parce que la détection clandestine est un véritable fléau archéologique. On a des gens qui sont en train véritablement de vidanger ces sites de hauteur d'une partie en tout cas de leur richesse, et pour nous ce sont des destructions qui sont irrémédiables. Quels sont les avantages à faire ces fouilles dans le cadre d'un projet collectif et de faire appel à différents spécialistes? Alors, ils sont très nombreux, ces spécialistes. On a, j'ai des étudiants qui font déjà leur thèse sur le métal de Jeanzat, sur les objets en bronze, donc approche notamment technologique, traçabilité du métal, l'approche fonctionnelle.
On a des gens qui vont étudier les graines, par exemple, ce qu'on appelle les carporestes, les graines qui vont nous permettre de savoir quelle était l'alimentation végétale de ces populations. Alors les eaux, malheureusement, les terres de Janza sont très acides, donc là on ne peut pas tout avoir. Là les os animaux ne se conservent pas, donc malheureusement là on a, vous voyez, une lacune pour ce qui est de l'alimentation animale, enfin l'alimentation en viande. Et puis après il y a des gens qui vont travailler sur la céramique, la poterie, il y en a d'autres qui vont étudier ce qu'on appelle l'industrie lithique et macrolithique, parce qu'à l'âge du bronze, pour faire la farine, on a besoin de meules, on a besoin de molettes, de broyons, on utilise encore beaucoup la pierre, même dans le domaine de la métallurgie, etc., etc. Il y a des gens qui vont travailler sur les petits charbons de bois, on a des gens qui vont travailler aussi sur les tourbières qui sont en périphérie, donc grâce à l'étude des pollen dans les tourbières, on va pouvoir reconstituer l'environnement végétal et son évolution au gré du temps, etc., etc. Puis je l'ai dit, il y a également une équipe qui est spécialisée en fait dans le domaine de la prospection géophysique. Et donc ça nous permet de couvrir de grandes surfaces sans avoir à les fouiller systématiquement, parce que c'est tellement grand évidemment qu'on pourrait y passer des siècles et des siècles à fouiller. Et si on veut avoir rapidement une vision d'ensemble, il faut passer par ces méthodes de prospection géophysique. Donc voilà, ça c'est quelques-unes des spécialités qu'on va mobiliser dans notre équipe, mais il en existe encore d'autres. De toute façon, aujourd'hui, l'archéologie, c'est nécessairement un travail d'équipe. On ne peut plus concevoir de fouiller comme au 19e siècle, avec juste une personne qui, je ne sais pas, coordonnerait une équipe de terrassiers. L'archéologie, que ce soit le terrain sur le terrain ou bien un laboratoire, ça fait appel quand même à quantité de spécialités qui font que c'est nécessairement un travail d'équipe et un travail de laboratoire. Et puis nous, c'est un petit peu notre devoir aussi que d'assurer la formation des archéologues du futur. Donc vous voyez, c'est aussi la possibilité de former de nouvelles générations d'archéologues. Et moi, mon rôle, ça va être surtout d'être un petit peu le chef d'orchestre de cette équipe, et puis voilà, de déterminer les questions principales, les moyens, les méthodes qui vont permettre d'y répondre, en espérant évidemment que les réponses soient à la hauteur des enjeux scientifiques. Je vous invite évidemment à découvrir en fait le carnet de recherche qui est dédié à nos activités. Il y a un beau catalogue d'expositions qui accompagne celle de Moulins, et donc là vous découvrirez plein de belles photos, d'images sur voilà, nos découvertes. Et puis donc merci de votre invitation, et donc peut-être à une prochaine fois lorsque nos fouilles auront progressé.